L'histoire n'est pas seulement gravée dans la pierre, mais ces dessins tracés sur des rochers vieux de 11 millénaires pourraient bien nous mettre en garde contre un avenir inquiétant. Les Mayas et les habitants de Göbekli Tepe ont formulé d'importantes prophéties sur l'humanité. Et ce qui frappe, c'est que, malgré des siècles et des milliers de kilomètres de distance, ils aient employé des symboles similaires. Clarifions un point essentiel. Les anciennes civilisations représentaient souvent leurs divinités sous des traits humanoïdes. On retrouve ces figures célestes en Égypte antique, mais aussi dans les cultures précolombiennes des Amériques. Par exemple, les Aztèques vénéraient une divinité majeure qu'ils nommaient Quetzalcoatl. Associé au vent, à Vénus et au soleil, il est parfois représenté dans l'art aztèque affublé d'un petit sac. Fait troublant, une figure ailée très similaire apparaît également dans l'iconographie assyrienne. Il est déjà surprenant que des civilisations n'ayant eu aucun contact direct aient adopté des formes analogues pour figurer leur divinité. Mais qu'elles aient représenté des sacs pratiquement identiques défie toute coïncidence raisonnable. Bien entendu, lorsque nous parlons de sacs, il s'agit de sculptures évoquant des objets dont la forme rappelle celle des sacs modernes. Pas exactement un modèle de haute couture, mais l'idée est là. Certaines théories avancent que cette énigmatique sacoche pourrait être liée au voyage temporel. Nous savons que Göbekli Tepe évoque un cataclysme diluvien ayant anéanti une civilisation ancienne. Pourtant, à son apogée, cette société maîtrisait l'élevage et l'agriculture. Elle connaissait l'usage des semences et les techniques de culture. Selon une théorie, cet élégant accessoire aurait pu servir à transporter des graines. Étant donné que Göbekli Tepe est supposé se situer près du lieu où l'arche de Noé aurait été construite, les habitants de la région pourraient avoir rassemblé des graines à semer dans le nouveau monde après le grand déluge. Étrange, indéniablement, mais tout ce que nous avons abordé l'est également. Alors, poursuivons avec cette idée. Une autre théorie sur la signification de cette sacoche adopte une approche plus simple. Dans plusieurs cultures anciennes, le cercle symbolisait la spiritualité et l'immatérialité, tandis que le carré était souvent associé à la terre et à la matière physique. Ce que nous, humains modernes, percevons comme un sac à main, pouvait donc figurer l'union de la terre et du ciel, des éléments matériels et immatériels de l'existence. Pas une mauvaise hypothèse, dirait-on. Mais qui sommes-nous pour en juger ? Certains, comme Graham Hancock, ne croient pas aux explications précédentes. Selon lui, Göbekli Tepe serait lié aux petits hommes gris et à leurs interactions avec les civilisations anciennes de la Terre. En plein centre de ce site antique se trouve une colonne particulière, le pilier 43 du bâtiment D. À première vue, il semble s'agir d'un calendrier astronomique. Vous distinguez le Scorpion ? Il représente la constellation du même nom. Et cette sphère au centre, elle évoque l'alignement solaire. Nous savons que des civilisations comme celle des Mayas ou des Incas comptèrent de brillants astronomes. Alors, quel est l'intérêt ici ? Il s'avère que les habitants de Göbekli Tepe évoquaient un cataclysme colossal qui aurait anéanti toute forme de vie avant leur époque. Lorsque les astronomes ont reconstitué les angles et positions du pilier 43, ils ont révélé une configuration astrologique remontant à plus de 13 000 ans. La pierre illustre aussi un événement tragique mêlant inondations et pluie de météorites. L'homme, sans tête, il symbolise la fin tragique de l'humanité. Et le serpent surgissant du sol, des vagues gigantesques engloutissant la terre. Il n'y a pas qu'une seule pierre qui raconte cette histoire. Le pilier 56 évoque davantage l'événement du Dryas récent, ou la terreur du ciel comme il était appelé. On y voit des animaux fuir et des vagues se briser sous l'impact des météorites. Mais attendez, alors que le pilier 43 nous donne la date précise de la dernière catastrophe, le pilier 18 du bâtiment D nous révèle la date du prochain cataclysme possible. L'art figuré sur ce pilier met l'accent sur la constellation du Verseau. Vous avez peut-être entendu parler de l'ère du Verseau ou entendu des théories un peu farfelues sur notre entrée dans cette phase. Vous comprenez où je veux en venir ? Göbekli Tepe pourrait nous fournir la date du prochain désastre afin que nous ayons le temps de nous préparer. Ces images pourraient constituer un véritable guide de survie pour l'humanité. Ou pas. Cela semblerait complètement absurde s'il n'y avait pas un élément de preuve. Vérifions les faits. La comète Hanske, découverte en 1786, faisait autrefois partie d'une méga-comète de 160 km de large, composée de glace, de métal et de roches. Elle s'est disloquée, créant un champ de débris. À présent, au lieu d'une seule comète géante, ce sont donc des millions de petites comètes. Lorsque la Terre a traversé ces débris,
Les habitants de Göbekli Tepe ont assisté à une pluie de météores, tous issus de la constellation du Verseau, comme l'indique le pilier 43. Voici la partie inquiétante. Nous traversons ce même champ de débris chaque année. Si vous regardez cette vidéo en septembre, octobre ou novembre, nous sommes en train de le traverser en ce moment même. Il se pourrait donc que ces débris retombent sur la Terre, répétant ainsi l'histoire. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. La question demeure, comment les habitants de Göbekli Tepe ont-ils eu connaissance d'un événement survenu bien avant leur naissance? En 2019, des fouilles ont été lancées à Karahan Tepe, à environ 65 km de Göbekli Tepe. Cependant, les recherches suggèrent que cet endroit pourrait avoir été occupé encore plus tôt. Göbekli Tepe semble avoir été un lieu de culte ou un observatoire, tandis que Karahan Tepe révèle des signes d'une société organisée. Les fouilles à Karahan Tepe ont mis au jour des artefacts comme des sculptures détaillées, des outils et même d'éventuels vestiges de bâtiments. Cela montre que ces populations n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs, mais possédaient une société structurée avec des pratiques spirituelles ou cérémonielles. En 2020, des chercheurs ont découvert plusieurs autres établissements dans la région, suggérant que Göbekli Tepe faisait partie d'une vaste métropole. L'ensemble du site est désormais désigné sous le nom de Taş Tepeler. Le problème, c'est que les mathématiques qui entourent tout cela laissent les scientifiques perplexes. À cette époque, la Terre venait tout juste de sortir de sa dernière ère glaciaire. Les scientifiques pensaient auparavant que les civilisations de l'âge de pierre étaient primitives. Mais de plus en plus de preuves montrent que ce n'était pas le cas. Pour que Göbekli Tepe ait existé avec un tel niveau technologique il y a 12 000 ans, il a dû y avoir une civilisation encore plus ancienne. Ce type de technologie ne surgit pas de nulle part. Et en réalité, nous avons beaucoup d'autres preuves de sociétés avancées. Prenons les Mayas, par exemple. Des découvertes récentes ont montré qu'ils étaient bien plus avancés qu'on ne l'avait d'abord cru. Ils ont construit des villes gigantesques dont les routes pouvaient atteindre 40 mètres de large, bordées de blanc pour guider les voyageurs la nuit. Un exploit que l'on pourrait attendre dans des pays comme le Portugal ou l'Angleterre. Ces routes, parfois surélevées au-dessus des marécages, formaient un réseau de plus de 964 peuplements, ressemblant à une immense toile d'araignée. Un groupe de scientifiques s'intéresse à cette théorie, et ce pourrait être le lien entre toutes les spéculations que nous avons partagées dans cette vidéo. Après tout, des êtres venus du ciel pourraient être descendus sur Terre pour avertir les habitants de Göbekli Tepe de la destruction d'une civilisation encore plus ancienne que la leur. Ou peut-être pas. N'oubliez pas de conserver votre esprit critique en dépit de tout ce que vous entendez sur Internet. En tout état de cause, Göbekli Tepe suscite autant de suspicions que Stonehenge ou les grandes pyramides d'Égypte. Si l'on saupoudre l'équation de petits hommes verts, cela explique en partie comment ces incroyables exploits d'ingénierie ont été réalisés. Mais cela sous-estime aussi les capacités de réflexion de nos ancêtres. Une des caractéristiques principales de l'architecture de Göbekli Tepe sont ses piliers en forme de T. Les plus lourds pèsent 20 tonnes et mesurent environ 6 mètres. Ces piliers ont été parfaitement érigés, sans la moindre égratignure. Certes, c'est difficile à réaliser sans machines modernes, mais peut-être ont-ils trouvé une méthode et y sont-ils parvenus au moyen d'efforts considérables. Au cas où vous ne sauriez pas de quoi on parle, cet homme aurait percé le secret des bâtisseurs de pyramides dans l'Amérique d'aujourd'hui. Il a mis cette connaissance à profit pour construire son propre château et d'autres structures fascinantes. Il semble que nous devions continuer à creuser pour en apprendre davantage à ce sujet, n'est-ce pas? As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie.
il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmitt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmitt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmitt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmitt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle.
les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercle et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore ? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant et d'utiliser de nouvelles preuves et différentes façons de penser. Ainsi, il pourrait y avoir un groupe de personnes vivantes dans cette région qui ne restaient pas au même endroit tout le temps. Ils se déplaçaient un peu mais avaient tout de même une culture propre, vivant dans la région de manière semi-sédentaire. Göbekli Tepe n'est pas seulement l'emplacement d'un temple unique, mais aussi d'une incroyable collection de plus de 20 structures anciennes. À mesure que les archéologues sondent les profondeurs de cette merveille, ils en comprennent la disposition unique, avec 2 points focaux proéminents au cœur de chaque fondation, complétés par des structures plus petites et des murs de partage. Ce qui était encore plus fou, c'est que l'on compte également plus de 200 obélisques dans les parages. Nous sommes dans les Caraïbes, et voici le peuple Taïno. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'ils étaient dits les premiers habitants des Grandes Antilles, et que ce peuple parcourait les îles bien avant que Christophe Colomb ne découvre cet endroit. Cependant, une découverte récente a montré que d'autres peuples vivaient là. On les appelle les peuples archaïques, et ils sont désignés, ainsi pour leur capacité à utiliser des outils en pierre. Ils disposaient de tout un tis d'outils polis, tels que des marteaux, des hatchets, d'une passe et des millers. Nous n'avons toujours pas découvert comment ils ont réussi à inventer et à produire tous ces outils sans les ressources du continent. Les scientifiques sont maintenant à la recherche d'une sorte de nécropole ou d'un site archéologique semblable pour en apprendre un peu plus sur ces gens. Un autre site curieux a été découvert il y a quelques années non loin de la Floride. Celui-ci est également précolombien, mais il semble que ses habitants aient été plus intéressés par la mode que par les outils en pierre. Les chercheurs ont découvert un ensemble de 37 anneaux en coquilles de huîtres.
De nombreux foyers possédaient ces anneaux et leurs occupants produisaient des perles à partir des coquilles de créatures marines. D'ailleurs, il y a longtemps, les perles n'avaient pas seulement un intérêt décoratif, mais constituaient également un instrument social. Les gens les cousaient sur leurs vêtements pour manifester leur pouvoir ou leur richesse. Parfois, les archéologues parviennent à découvrir des villes entières. C'est exactement ce qu'a fait Eleni Korka, une archéologue grecque. Elle a trouvé la ville perdue de Tenay en 2018. Ce n'était pas une heureuse coïncidence. Toute la recherche aura pris pas moins de 34 ans. Par ailleurs, Tenay était même considérée comme une ville mythique. La cité de Tenay fut fondée par les Troyens et les textes anciens affirmaient qu'elle était immensément riche. Yup, il semble que ces textes aient dit vrai. Les archéologues ont découvert environ 200 pièces de monnaie sur le site. Des bijoux ont également été retrouvés. Par exemple, un anneau de fer orné d'un sceau. Ils ont également trouvé une pièce d'or qui aurait servi à payer le voyage vers l'au-delà. Car oui, les gens de cette culture croyaient en l'existence de l'au-delà et qu'il leur fallait payer le billet pour y accéder. Les sols en terre cuite, en pierre et en marbre découverts, nous aident à imaginer à quoi ressemblaient leurs habitations. Ah, et les archéologues y ont aussi trouvé des vases, bien entendu. L'un des premiers exemples d'art créé par l'homme se trouve dans la grotte d'Altamira, dans le nord de l'Espagne. Les peintures d'une grotte paléolithique sont assez particulières, parce qu'elles ne sont pas monochromes, mais présentent plusieurs couleurs combinées. Pourtant, ces premiers chefs-d'œuvre sont restés longtemps cachés. Ils n'ont été découverts qu'en 1868, et cette grotte est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré leur ancienneté, ces peintures sont bien préservées, car elles ont été bien isolées pendant tout ce temps. Comme la galerie était située au plus profond d'une grotte, il était presque impossible que des phénomènes climatiques extérieurs affectent ces chefs-d'œuvre préhistoriques. Nous sommes à présent en Angleterre, en 2009. Et voici Terry Herbert, membre du club de recherche et de détection de métaux de Bloxwich. Un jour, il inspectait nonchalamment des terres agricoles labourées dans le Staffordshire avec son détecteur de métaux. Il espérait sans doute trouver quelque chose de spécial. Mais je parie qu'il ne s'attendait pas à ce sur quoi il est tombé. Il a découvert une chose que les archéologues considéreraient plus tard comme le plus grand trésor d'orfèvrerie anglo-saxonne jamais mis au jour. Il existe une liste des objets découverts. Mais si je commence à te la lire, ça va nous prendre bien trop longtemps. Pour faire court, les archéologues ont retrouvé pour 5 kilos d'or, plus d'1 kilo d'argent et environ 3500 bijoux. Il n'est pas étonnant que cette découverte soit surnommée le trésor de Staffordshire Hoard. Le Birmingham Museum et plusieurs musées de poterie se sont cotisés pour racheter l'ensemble de la collection pour plus de 3 millions de livres. Les messages dans une bouteille sont un phénomène culturel célèbre que l'on voit souvent dans les films. Mais il s'avère que cette méthode de conservation des lettres est tout à fait efficace. Les manuscrits de la mer Morte en sont la preuve. Dans les années 1940, des bergers bédouins ont découvert dans une grotte 7 manuscrits contenus dans des jarres d'argile. Il a été établi que ces rouleaux avaient environ 2000 ans. Mais ces manuscrits n'étaient que le début d'une série de grandes découvertes. Les Bédouins ont revendu ces manuscrits, mais les gens ont continué à en trouver d'autres. La dernière découverte a eu lieu en 2021. Et qui sait, peut-être y en a-t-il d'autres à découvrir. Une autre œuvre d'art retrouvée récemment dans une grotte est un coquillage peint. Ce fossile a été découvert dans le nord de l'Italie, et les chercheurs pensent que ces fossiles ont pu être collectés par des Néandertaliens. Cette découverte est curieuse pour une raison. On pense que les Néandertaliens étaient tout à fait primitifs. Mais ce coquillage tend à prouver le contraire. En 2004, Robert Muckle, professeur d'archéologie, a entendu parler d'un site particulier caché dans les forêts montagneuses de la côte nord de la Colombie-Britannique. Muckle savait que quelques vieilles boîtes de conserve et une lame de scie y avaient été découvertes. On pensait que cet endroit était une sorte de camp de bûcherons, mais des fouilles approfondies, qui auront duré 14 ans, ont révélé autre chose. En fait, il ne s'agissait pas d'un camp de bûcherons, mais d'une colonie japonaise depuis longtemps disparue. Les archéologues y ont découvert environ 1000 objets, bols à riz blancs et bleus, théières, montres de poche, bouteilles de saké et boutons de chemise. Les poteries n'étant pas très bien conservées, ils n'ont retrouvé que quelques centaines de fragments. Dans l'une de ses interviews, Muckle a mentionné qu'ils avaient également mis au jour les vestiges d'un bain public. La communauté qui vivait là était assez réduite, puisqu'on n'y a retrouvé que 14 maisons tout au plus. Les archéologues pensent qu'ils ont pu vivre ici en secret.
Au fil des siècles, les préférences des hommes ont évolué. La mode a bien évidemment changé, nos maisons aussi, sans parler de nos technologies. Mais il y a une chose qui est restée la même, notre amour pour la bonne chair. Des archéologues sont parvenus à découvrir quelques-uns des plus anciens restes de la nourriture favorite de l'homme. En inspectant des poteries anciennes, ils ont réussi à déceler des traces des mets les plus appréciés, datant d'environ 2000 avant notre ère. Toutes celles espèces in cycle, et devinent de quelle nourriture il s'agissait. Non, ce n'est pas de la pizza ou des pites, mais del huile d'olive. Et ce n'est pas tout, des chercheurs égyptiens ont découvert une substance grumeleuse dans d'anciennes jarres, qui s'est avérée être du fromage. Il datait du XIIIe siècle avant notre ère. J'imagine que ça ne sentait pas la rose, puisque ce fromage est estimé à plus de 3000 ans et qu'il était infesté de bactéries. Fait intéressant, ce fromage devait être tout à fait exquis. Après l'avoir analysé, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il avait été conçu avec différents laitages. Ils avancent que les anciens utilisaient un mélange de lait, de vache et de brebis ou de chèvre. Tu t'es probablement dit, bon, vous avez parlé de l'huile d'olive et du fromage, mais qu'en est-il du pain? Bien sûr, le pain est indissociable de la quasi-totalité des cultures, et différents peuples ont eu leur propre type de pain. Il existe d'ailleurs des preuves scientifiques que le pain a été l'un des premiers mets que l'homme a appris à cuisiner. Une équipe d'archéologues a retrouvé un pain vieux de plus de 400 000 ans, 14 400 pour être précis. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas l'agriculture. Ils n'étaient que des chasseurs-cueilleurs, et techniquement, ce vieux pain précède l'âge de l'agriculture de 4000 ans. Eh oui, il y a encore beaucoup à apprendre sur l'ancien monde. Et voici le... Non, pas le soleil de la chanson des Beatles, mais voici l'info bonus. D'accord, il s'agit bien des Beatles. Je sais, il ne remonte pas à si longtemps. Le groupe a été formé en 1960. Mais toutes nos informations n'ont pas besoin de remonter à plusieurs milliers d'années pour être cool. En 1966, les Beatles ont interprété en direct leur chanson Paperback Writer lors de l'émission Top of the Pops. Pour une raison obscure, la BBC a négligé d'enregistrer la performance, et tous les fans étaient persuadés qu'elle était perdue à jamais. Sauf que non. Il s'est avéré que David Chandler, un fan du groupe, avait enregistré l'émission avec son propre équipement. Cet enregistrement a été longtemps oublié et a demeuré dans son grenier pendant plusieurs décennies. Il a enfin été redécouvert en 2019. Il faut admettre que c'est une trouvaille plutôt stylée. La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée Enigmalith et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau, l'abandon des mauvaises habitudes.
peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais un patient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur, qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes.
Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvaient des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal et l'a vu se teinter de rose. Le professeur en a discuté avec son collègue et ils ont décidé d'approfondir leurs recherches. Ils ont examiné les peaux d'écureuils volants conservées dans des musées pour déterminer si cette lueur rose était un phénomène courant. Il s'est avéré que presque tous les spécimens d'écureuils volants qu'ils ont examinés présentaient cette fluorescence. En revanche, les écureuils ordinaires n'en présentaient aucune. D'autres animaux fluorescents, comme les macareux et les caméléons, émettent une lueur bleutée sous la lumière UV. Les seuls autres mammifères avec une fourrure fluorescente sont une vingtaine d'espèces d'opossums. Ils habitent divers écosystèmes et ont des régimes alimentaires différents. La seule chose qu'ils aient en commun avec les écureuils volants est qu'ils sont nocturnes, alors que les autres écureuils préfèrent la lumière du jour. Il est possible que la lueur rose ait une fonction liée à la perception et au repérage nocturne des écureuils volants, surtout dans des environnements froids et enneigés où la lumière UV est plus abondante. Une autre hypothèse est qu'elle pourrait servir de moyen aux écureuils mâles d'attirer des partenaires potentiels. Il est également envisageable qu'il s'agisse d'une forme de mimétisme. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3. La plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille.
créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ichthys étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant J.A.C. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran.
Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pensent que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Des chercheurs ont récemment mis au jour des passages secrets conçus par Léonard de Vinci sous un château médiéval d'Italie. En s'appuyant sur un croquis du XVe siècle attribué à l'illustre maestro de la Renaissance, une équipe de scientifiques de l'Université Polytechnique de Milan, associée à Codevantech et au château Sforza, a révélé une merveille architecturale jusqu'ici inexplorée. L'édification du château des Sforza débuta en 1358. Mais il fut détruit près d'un siècle plus tard, lors d'une succession tumultueuse. En 1450, Francesco Sforza, duc de Milan, entreprit sa reconstruction sur les ruines de l'ancienne forteresse. À sa mort, son fils Ludovico en poursuivit l'embellissement, faisant appel aux plus grands artistes de son époque, dont Léonard de Vinci, auxquels furent confiées les fresques. Les peintures de Léonard, encore visibles aujourd'hui dans la salle de l'Axe, témoignent de son passage au château. Durant cette période, il répertoria également plusieurs passages souterrains dissimulés sous l'enceinte extérieure. L'un de ces croquis, daté entre 1487 et 1486, a été retrouvé à l'Institut de France. D'une précision remarquable, il atteste non seulement de l'intérêt profond de Léonard pour l'architecture militaire, mais aussi de son talent pour documenter les structures existantes. Les archives attestent que Ludovico Sforza fit creuser un passage souterrain menant directement à la basilique Santa Maria del Grazi, où reposait son épouse Béatrice d'Este. Leur mariage, célébré en 1491, fut heureux mais tragiquement écourté lorsque Béatrice mourut en couche en 1497. Effondré par cette perte, le duc s'isola durant des semaines, laissant sa barbe pousser et ne portant plus que des vêtements noirs en signe de deuil. Le tunnel secret, dont la longueur avoisinait 800 mètres, lui permettait de se recueillir à l'abri des regards. Il aurait également pu servir à l'évacuation en cas de siège. Pendant des siècles, l'existence de ces souterrains demeura l'un des nombreux mystères de la Renaissance, aucune preuve formelle ne venant confirmer leur présence. Les scientifiques ont enfin levé le voile sur cette histoire longtemps restée secrète. Grâce à une combinaison de radars à pénétration de sol et de balayage laser, ils ont pu reconstituer un modèle 3D extrêmement précis des structures enfouies sous le château. Ils ont ainsi identifié les tunnels mentionnés par Léonard de Vinci dans ses esquisses, qui ne constitueraient peut-être qu'un fragment d'un vaste réseau souterrain encore méconnu. Leur ambition est d'élaborer une copie numérique intégrale du château, permettant de visualiser non seulement les constructions préservées, mais aussi celles disparues au fil du temps. Ils envisagent aussi d'intégrer la réalité augmentée au parcours virtuel, afin d'offrir aux visiteurs une immersion inédite dans les passages secrets conçus par Léonard de Vinci. Il demeure incertain que Léonard ait directement contribué à la construction des souterrains récemment mis au jour, mais son génie inventif ne fait aucun doute. En 1502, bien avant l'ère de la photographie et des satellites, il conçut l'une des cartes les plus précises de son temps. À cette époque, César Borgia, fils du pape Alexandre VI, fit appel à lui pour réaliser un plan remarquablement détaillé de la ville d'Imola, située près de Bologne. Jusqu'alors, la cartographie manquait de précision, faute de méthodes fiables, pour retranscrire les distances à une échelle réduite.
Plutôt que d'élaborer des cartes véritablement pratiques, les cartographes passaient un temps considérable à les enluminer de motifs comme des dragons, des roses, des châteaux majestueux et toutes sortes d'embellissements. Ces représentations s'apparentaient davantage à des œuvres picturales qu'à de véritables instruments de navigation. Cependant, César Borgia recherchait un outil véritablement fonctionnel, et Léonard révolutionna alors la cartographie. Si l'on compare aujourd'hui les images satellites d'Imola à son plan, la ressemblance est frappante. Il en retranscrivit fidèlement chaque ruelle, chaque courbe des voies, et même les dimensions exactes des bâtiments. Et il accomplit cet exploit entièrement à la main, se servant uniquement d'un crayon, d'une règle, d'un compas et de quelques-unes de ses propres inventions. Afin de recueillir toutes les données nécessaires, il arpenta les rues durant des semaines, muni d'un odomètre, une grande roue qui tournait au gré de ses déplacements et mesurait la distance parcourue grâce à un câble. Il s'appuya également sur une boussole magnétique pour déterminer les orientations avec exactitude. Il mit également au point un instrument nommé la bussola, conçu pour mesurer les angles au sein d'un cercle. Grâce à cet outil, il put analyser avec précision l'orientation des rues, la taille des intersections et la distance séparant les habitations des axes principaux. Une fois rentré, il s'appuya sur ses notes et ses calculs pour dessiner une carte à l'échelle, d'une précision remarquable. Dans ses travaux, Léonard utilisa aussi une technique élaborée par l'humaniste florentin Léon Battista Alberti. Ce dernier avait mis au point une méthode permettant d'inscrire une ville entière dans un cercle grâce aux coordonnées polaires. 8 lignes droites, convergeant vers un centre unique, représentaient les principales directions d'une boussole. Léonard appliqua ce système à la cartographie d'Imola, divisant la ville en 8 sections et n'omettant aucun bâtiment, même le plus insignifiant, ce qui fit de sa carte l'une des plus avancées de son époque. L'illustre inventeur nourrissait un rêve ambitieux: concevoir une machine permettant à l'homme de voler. Il observa minutieusement les oiseaux, les chauves-souris et les cerfs-volants afin d'en comprendre le déplacement dans l'air, puis il dessina une machine volante, l'ornithoptère. Selon lui, en imitant ses mouvements naturels, l'être humain pourrait s'élever dans les cieux. Son prototype évoquait l'apparence d'une chauve-souris, avec 2 grandes ailes effilées d'une envergure dépassant les 10 mètres. Pour garantir l'équilibre entre résistance et légèreté, il envisagea d'en fabriquer l'armature en bois de pin et de la recouvrir de soie brute. Le pilote de l'engin devait s'allonger à plat ventre sur une planche en bois située en son centre. L'activation des ailes nécessitait un pédalier relié à un système de tiges et de poulies, tandis qu'une manivelle supplémentaire permettait d'accroître la puissance. Un casque aérodynamique servait également à assurer le contrôle de l'appareil. En synchronisant les mouvements de ses mains et de ses pieds, le pilote aurait pu faire battre et pivoter les ailes, à l'image d'un oiseau en vol. Cependant, un obstacle majeur demeurait. La force humaine ne suffisait pas à générer la portance nécessaire au décollage. Si l'engin avait pu fonctionner une fois en altitude, il était en revanche impossible pour un individu seul de l'élever du sol. Léonard en avait sans doute conscience, mais son concept influença toutefois la conception des machines volantes imaginées quelques siècles plus tard. Léonard de Vinci fut en avance sur son temps avec nombre de ses inventions, mais son concept d'automate humanoïde se distinguait par son caractère visionnaire. Sous le patronage de la famille Sforza, connue notamment pour la construction des anciens tunnels, il imagina un chevalier mécanique capable de mouvoir ses bras, de pivoter la tête, et même d'ouvrir et fermer la bouche. Sa maîtrise de l'anatomie et des mécanismes du mouvement corporel lui permit de concevoir cette machine singulière. Son fonctionnement reposait sur un système externe de câbles, mis en action par une manivelle et complété par un ensemble d'engrenages internes. Environ 450 ans plus tard, dans les années 1950, les croquis détaillés du chevalier mécanique de Vinci furent redécouverts. Des chercheurs tentèrent alors de recréer ce robot à partir des dessins originaux. En 2002, un roboticien du nom de Mark Rosheim, ayant travaillé pour la NASA et Lockheed Martin, s'inspira de ces notes anciennes pour concevoir un modèle fonctionnel du chevalier mécanique de Vinci. Un autre projet conçu par Léonard pour le Duc Sforza était un pont innovant, pensé pour être démontable et facilement transportable. Destiné aux troupes en campagne devant franchir rivières et douves, ce pont était conçu pour pivoter au-dessus de l'eau et se poser sur l'autre rive. Il était équipé de roues et d'un système ingénieux de cordes et poulies, permettant de le monter et de le replier tout aussi vite. Pour en assurer la stabilité, il prévoyait l'ajout d'un contrepoids spécifique. Dans ses notes, Léonard décrivit son pont comme léger mais solide et en conçut plusieurs variantes pour le duc.
Parmi ses autres créations figurait un modèle de pont à assemblage ultra rapide, conçu pour permettre aux troupes de franchir successivement plusieurs cours d'eau. Alors que les scientifiques poursuivent l'exploration des passages secrets imaginés par Léonard de Vinci, de nouveaux pans de l'histoire humaine émergent. Qui sait quelles autres merveilles architecturales enfouies restent encore à découvrir? Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ? La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz.
De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens. Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne, c'est alors que l'archéologue Franck Gaudiot et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléion a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléion était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléion a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléion. Avant la renommée de celle-ci, Héracléion était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléion ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléion a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts.
Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc.